économie, morale, politique sont étroitement liées. Mariage de raison, mariage d'amour ou divorce violent. Nous avons donc vu que la question de la justice des échanges s'est considérablement compliquée au cours des siècles. Qu'elle se complique aussi lorsque nous passons aujourd'hui de l'analyse d'un petit marché local et du mécanisme des échanges, par exemple, du boucher de Gyumri au fin fond de l'Arménie, à l'analyse du mécanisme des échanges de Wall Street. Les choses se sont-elles complexifiées à ce point que nous n'avons plus les moyens d'assurer la justice sociale, de contrôler les échanges. Pour que ces échanges ne soient pas générateurs d'injustice, il existe cependant deux propositions. La première est une doctrine qui met en avant la liberté. La seconde, une doctrine qui met en avant l'égalité. Du côté de la liberté posée comme priorité, on trouve le libéralisme où on laisse libre cours aux forces économiques en jeu. De l'autre côté, du côté de l'égalité, c'est le centralisme étatique. On charge un organe central, en général l'État, de réguler les échanges de manière à en garantir la justice. Nous n'avons jamais vécu dans l'histoire des hommes un système libéral absolu, qu'on appellerait aujourd'hui le libéralisme sauvage, ni même un système étatique absolu. Dans les pays socialistes, on ne pouvait pas dire qu'il y avait une égalité réelle absolue, pas plus qu'il y a aujourd'hui, par exemple en Amérique, une liberté économique absolue. C'est pourquoi vous voyez ici un balancier, selon les mouvements sociaux, les mouvements politiques, selon comment vous votez, vous allez avoir le balancier plutôt de ce côté ou plutôt de ce côté. Quels sont les arguments du libéralisme héritier d'Adam Smith? Le libre jeu du commerce, le libre jeu des échanges, le libre jeu de la concurrence assurerait par lui-même, de façon mécanique, la justice de ces échanges. Pourquoi? Eh bien, dit-il, parce que chaque contractant dans un échange choisit librement d'échanger ou pas. C'est donc chaque contractant y trouve son intérêt. Il parle d'une main invisible qui ferait quelque chose de quasi magique, c'est-à-dire que, en suivant chacun, en recherchant chacun leur intérêt personnel, les personnes qui échangent construiraient le bien et le bonheur de tous. Avant d'examiner la théorie adverse, nous allons, en bon philosophe, ne le faire que si nous sommes autorisés à le faire. Grâce à quoi? Grâce à une critique de la théorie première. Que peut-on reprocher à la théorie de Smith? Eh bien, il ne prend pas en compte les conditions de l'échange. Si un des deux contractants est dans une situation de faiblesse, de dépendance, de domination, s'il y a inégalité entre les deux membres de l'échange, on ne peut pas considérer que cet échange est juste. On ne peut pas dire que celui qui est le plus faible, qui risque peut-être la mort en ne pas échangeant, a fait ce choix d'échanger en totale liberté. Ça a été un choix contraint. C'est une situation que nous dénoncions déjà avec les marchés pervers du café ou du cacao. C'est ce que dénonce Marx. Rapportez-vous à votre cours sur le travail. Lorsqu'il dit que les prolétaires échangent leur force de travail contre un maigre salaire et que cet échange est un échange contraint, un échange inégal et injuste. Tout échange s'inscrit dans un système de rapport de force qu'on ne peut ignorer. De l'autre côté du balancier, nous trouvons des penseurs qui, de Platon à Marx, ont proposé un système où l'économie est régulée, gérée par un système, par une administration centrale, pour le bien de tous. Il s'agit d'un système idéaliste ou idéal
Parce que, premièrement, il ne correspond pas à la nature. Si on laisse faire la nature, c'est la loi de la jungle, le plus fort mange le plus faible. Il n'est pas naturel. Mais il est aussi idéal ou idéaliste parce qu'il se préoccupe d'abord d'une exigence morale. Contrairement au libéralisme, qui lui est pragmatisme et qui ne se base pas au départ sur une exigence morale. Le problème de ce système, c'est qu'il nécessite un État fort, un pouvoir fort, une dictature, et souvent génère bien des souffrances pour le peuple. Mais Platon comme Marx nous ont dit que ça n'était qu'un moment dans l'histoire, que ça n'était que le moyen d'arriver à quelque chose d'idéal là, c'est-à-dire une société qui va se réguler elle-même de façon harmonieuse. Platon dit, à la fin, on a une société qui est comme un corps et qui se régule par lui-même. Il n'a pas essayé Platon, mais Marx, oui, d'une certaine façon, ou du moins les idées marxistes. Et hélas, on s'est aperçu dans les pays socialistes qu'on n'arrivait jamais à aboutir à cette fin merveilleuse. Et que donc on restait coincé dans le moyen, qui lui est reconnu, y compris par ses promoteurs, comme injuste. Donc on ne sort pas de l'injustice et on reste dans la justice. C'est la critique principale qu'on peut leur opposer. Si aucun des deux systèmes proposés n'assure la justice, faut-il en conclure que l'économie est nécessairement une sorte d'arène où des gladiateurs s'entretuent, où on envoie des esclaves au lion, que les échanges ne font qu'aggraver la violence naturelle du monde? Attention, l'économie, souvenez-vous, n'est pas la seule façon d'échanger. On n'échange pas que des biens. Revenons à Lévi-Strauss et à l'échange des femmes. L'échange des femmes, le fait que dans la tribu voisine, on ait des beaux-frères, des neveux, etc., va empêcher les tribus, probablement, de se faire des guerres comme on les a connues à des temps plus anciens. Donc, il semblerait que certains échanges puissent assurer une forme de paix et de justice. Montesquieu affirme même que le commerce lui-même, favorise la paix entre les peuples. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque nous échangeons avec un peuple différent du nôtre, nous apprenons à le connaître. Nous n'aurons pas d'agressivité vide et irraisonnée. Deuxièmement, parce que nous avons besoin de commercer avec une autre nation, un autre pays, nous allons ménager ce pays, comme on le voit aujourd'hui, par exemple, lorsque nos ministres vont en Chine et se gardent bien de parler des injustices qui s'y commettent, parce qu'ils veulent y vendre des avions de guerre. Vous trouverez les arguments de Montesquieu dans deux textes très classiques. Le premier, l'effet naturel du commerce est de porter à la paix, ce que je viens de vous expliquer, et comment le commerce guérit des préjugés. Il parle même, Montesquieu, du doux commerce. Échange de biens, échange de femmes, le troisième, échange de paroles. Passer des coups au dialogue. C'est bien passer de la violence à un début de paix. Passer des coups au dialogue, c'est remplacer l'émotion, le côté animal de nos réactions, par quelque chose de terriblement humain qui est la raison. On commence à rationaliser, même si on s'insulte, même si on crie très fort, on est passé à du rationnel avec le langage. On dit bien, quelqu'un qui s'énerve, on va le raisonner. Parler, c'est raisonner. C'est ce qu'explique Ricoeur lorsqu'il écrit « Une violence qui parle, c'est déjà une violence qui cherche à avoir raison. C'est une violence qui se place dans l'orbite de la raison et qui commence déjà à se nier comme violence. »